Le jardin jungle. Alors il y a 17 ans, j'ai commencé un jardin, c'était un début de friche après un champ de carottes. Et ce champ de carottes qui était sinistré donc sur un terrain sableux qui avait été retourné, voire qui avait sûrement eu pas mal de produits, était devenu plutôt infertile. Et donc j'ai laissé la friche gagner là où elle avait à gagner, ce qui m'a donné une petite forêt. Et cette petite forêt a commencé à grandir à travers la friche. Donc la friche, je l'appelle la maman forêt, parce que la maman forêt, c'est la chose qui est la plus importante de notre planète, c'est-à-dire partout où on lâchera la terre, la maman forêt arrivera, c'est-à-dire les épineux, genre les pruneliers, les ronces, etc. Et on a ensuite de cette forêt qui sortent les petits arbustes qui deviendront des gros arbres. Donc chez moi, j'ai laissé cette friche, on a juste coupé des chemins à travers la friche et dans ces chemins, on pouvait aller toucher des arbres qui n'avaient jamais été touchés, qui étaient tout petits et qui sont devenus gros maintenant, en tout cas qui deviennent de plus en plus gros. Cette friche m'a donné donc des arbres. Les arbres me donnent le bois mort, donc je chauffe pour la plupart du temps au bois mort dans mes carters. Et au milieu, j'ai fait une petite clairière. Là à cet endroit, je n'ai pas laissé la friche venir, donc les épineux, et je pense que c'est là qui est la place des humains, c'est-à-dire qu'il y a la forêt, et au milieu, il y a cette prairie qui est, parce qu'on a besoin du soleil, et dans la prairie, on permet de faire que beaucoup de plantes sauvages peuvent vivre, des plantes qui ne vivraient pas sous la forêt. Là, j'ai apporté petit à petit de l'humus, c'est-à-dire beaucoup d'herbes, des voisins qui m'apportaient de l'herbe dans leur sac plastique, ou j'ai eu toutes sortes de végétales qu'on m'a données. Ensuite, moi, j'ai apporté des écorces ici ou là, des branchages, du bois mort, des gros morceaux de bois mort, des feuilles, beaucoup. Et donc, j'ai ramassé les feuilles à l'automne dans des grands sacs. Je prenais des grands tissus légers où je mettais plein de feuilles, et puis je distribuais ces feuilles dans cette petite prairie, dans l'idée de nourrir les humuseurs. C'est-à-dire que les humuseurs, c'est le début de la vie. Pour moi, il y a une grande chaîne humaine, pas une grande chaîne de la nature, c'est-à-dire le gros mange le petit, le gros qui mange le petit, etc. Et il y a les humains, et là, il y a les humuseurs. Et la chaîne, pour l'instant, est comme pas reliée, c'est-à-dire que ça ne tourne pas, parce qu'il y a les humuseurs qu'on a oubliés, qu'on retourne, qu'on met sous la terre, etc. Et il y a nous, les humains, et quand on va redonner la main, c'est-à-dire qu'on va remettre ce maillon pour être ensemble avec les humuseurs et nous, c'est-à-dire que les humuseurs nous font la bonne terre. Il paraît qu'il faut 20 000 ans pour faire 20 cm d'humus. J'ai lu ça de l'ONF. Et donc, en apportant de l'humus comme ça, j'ai multiplié tous ces animaux qui mangent le végétal mort pour en faire du futur vivant, c'est-à-dire pour faire de la terre, quoi. Et de la bonne terre, c'est-à-dire là où poussent les plantes, c'est grâce à l'humus, quoi. Et là, donc j'ai eu de plus en plus de cloportes parce que j'ai apporté de plus en plus à manger. Bien sûr, il y a cloportes, scolopendres, il y a les colamboles, il y a tous ces animaux qui sont invisibles, dont on n'apprend même pas le nom à l'école. On apprend éléphant, girafe, rhinocéros, mais pas colambole ou scolopendre. Alors que c'est la base de la vie, c'est-à-dire que il y a très longtemps, oui, je reprends parce que le portable avait coupé la vidéo. Alors, donc les humuseurs, il y a très longtemps, étaient là pour créer l'humus, et donc ils étaient même là avant les dinosaures. Donc ils sont extrêmement, respectables. Voilà. Ensuite, j'ai fait ça pendant des années, apporter l'humus, tout le temps l'humus. J'ai considéré que la maman forêt était donc la maman de tous mes arbres. Je n'ai même pas besoin de planter des arbres, ça pousse tout seul. Si on laisse la friche, parce qu'un arbre de forêt
qui a poussé à partir de la friche, et bien la friche a donné beaucoup d'éléments à la terre, c'est-à-dire qu'elle a donné des feuilles pendant des années, voire des fruits. Ensuite, elle a donné tout son bois mort. Maintenant, dans ma petite forêt, toute la friche est tombée. Il en reste encore un peu par endroits, donc c'est toute la friche qui est devenue toute noire, toute cassante, et en train de descendre et de continuer l'humus qui nourrit les arbres, comme une bonne maman forêt. Voilà, et donc la forêt arrive. Au départ, j'ai essayé de ramasser mon bois mort et petit à petit, je me suis dit, bah voilà, j'ai cueilli tout le bois mort, il n'y en aura plus. J'avais pas encore conscience que plus un arbre vieillit, plus il donne de bois mort. C'est-à-dire que plus je vais avoir un arbre de 300 ans, par exemple, à mon avis, c'est un arbre qui peut donner beaucoup de bois. Alors que si on l'avait coupé à 20 ans, eh ben, il aurait donné certainement moins de bois. C'est-à-dire plus l'arbre vieillit, plus il nous donne de bois mort. Donc à mon sens, il faut relancer la machine bois mort, c'est-à-dire des arbres qui vont nous donner aussi de l'énergie. Maintenant, on commence à le dire, je peux me permettre de dire ça. Du coup, on aura des vieux arbres qu'on connaîtra de génération en génération, et ces vieux arbres nous donneront petit à petit du bois mort pour chauffer des habitats qui seront intelligemment faits pour pouvoir être chauffés très très peu. Voilà. Ensuite, j'ai commencé un potager, entre guillemets potager. J'ai surtout été chercher toutes les plantes sauvages alentour, parce que alentour c'est très pollué. Alors j'ai pris les plantes sauvages que j'ai apprivoisées. Je les ai mis dans mon potager et un peu partout. J'ai été chercher des graines, j'ai été chercher des plantes. Par exemple, je voulais que le papillon macaon revienne. C'est le plus grand papillon d'Europe, il est très très beau. Et il y en a de moins en moins évidemment, et sa chenille se reproduit sur le fenouil particulièrement. Alors j'ai essayé de mettre du fenouil, donc j'allais chercher un peu de fenouil par-ci par-là, mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pris des graines de fenouil pendant des années, j'ai jeté des graines de fenouil un peu partout, et maintenant j'ai du fenouil partout, et chaque année je vois 1 à 2 papillons macaons. C'est très peu, mais c'est toujours des papillons sauvés. Ensuite, j'ai donc été chercher ces graines. Donc là, dans ce terrain, il y a vraiment une multitude de plantes sauvages qui sont de plus en plus, qui montent, quoi. C'est-à-dire que dehors, elles sont comme ça, c'est des petites plantes toutes un peu maltraitées, voire coupées, voire pas, où on ne leur laisse pas faire leurs graines. Et dans mon jardin, toutes les plantes ont le droit de faire leurs graines. Et plus elles font de graines, plus je suis contente. C'est-à-dire que mon humus, où j'ai apporté les feuillages, etc., j'ai aussi considéré que la graine était une puissance dans la terre. C'est-à-dire, plus votre terre est gavée de graines, plus elle a de la force. Et ça, je l'ai constaté sur un champ à côté, un champ qui a été très très sinistré avec de la monoculture de bulbes. Une année, ils ont lâché un terrain parce qu'ils ne voulaient plus donner tellement il était sale. Et la première année, ils nous ont laissé en friche, entre guillemets friche, ça a fait que de la renouée bistorde, alors qu'il n'y avait jamais de renouée bistorde dans ce coin-là, ni à cet endroit. À mon sens, la renouée bistorde attendait depuis des années, parce que je connaissais ce terrain cultivé depuis 25 ans, donc peut-être même encore avant, il a été cultivé, et donc depuis 25 ans, voire plus, la renouée bistorde attendait d'envahir ce champ pendant une année. Après, ça a fait d'autres plantes, mais cette année-là, ça a fait vraiment tout un champ de ce qu'avait besoin la Terre. C'est-à-dire que la planète Terre, on dit qu'elle fait des mauvaises herbes. C'est vraiment, il y a une petite chose à changer dans nos cerveaux. C'est-à-dire que la planète Terre est un être vivant, à mon sens. On le conçoit de plus en plus. C'est un être vivant qui sait ce qu'il fait. Et du coup, si elle fait des mauvaises herbes, en tout cas, si elle fait des envahissements de plantes, c'est qu'elle a besoin de cette plante. Donc sur mon potager, quand j'ai commencé à cultiver, il y a eu de la prêle, trop de prêle évidemment. Et du coup, surtout la prêle, elle est très difficile à arracher, il reste toujours une racine, on n'arrive pas à l'enlever. Alors je me suis mis à aller chercher de la prêle, en plus. C'est-à-dire j'ai coupé la prêle de mon potager et j'ai ramené de la prêle. Et plus j'ai amené de prêle, c'est-à-dire même en 1 an, voire 2, j'ai plus eu de prêle. Parce que la planète avait besoin de prêle. Elle faisait de la prêle, et si je lui enlève sa prêle et que je la mets
en dehors de mon potager, elle fera tout le temps de la prêle. Alors, ce serait un envahisseur. Si elle fait de la prêle, c'est pour se soigner. Alors, elle s'est soignée et je l'ai aidée à soigner en rapportant de la prêle coupée en plus. Ensuite, l'année d'après, j'ai eu du Kénopode Bonori, plein. Du coup, ça, c'est pas compliqué, je l'ai mangé parce que le Kénopode Bonori, c'est un épinard excellent. C'est une plante sauvage. Et je l'ai laissé faire des graines à plein d'endroits. Et toutes ces graines se sont mis aussi à faire la richesse dans la terre. Et maintenant, j'ai presque plus de kénopode, voire pas assez, parce que j'aime bien le kénopode à manger à la vapeur, c'est excellent. Je pourrais dire ça pour chaque année. Et il y a eu chaque année, pendant des années, un envahisseur. Après, une année, c'était le liseron. Et quelqu'un m'a dit, oh bah non, là, le liseron, tu n'y arriveras pas. Pas possible, quoi. J'ai laissé le liseron, je l'ai enlevé aux endroits où il me dérangeait, mais je l'ai laissé grimper sur les côtés, partout où il voulait. Et je l'ai laissé même faire des graines. Et depuis quelques années, il n'y a plus de liseron. Voilà, parce que il y avait besoin de liseron, alors la terre faisait du liseron. Il y a encore un petit peu de liseron, mais ça n'est plus un envahisseur. Voilà, chaque plante elle doit avoir sa place de régulateur, c'est-à-dire c'est comme des tisanes. Vous faites une petite tisane avec un peu de prêle, un peu de liseron, un peu de tout ça, et la terre a besoin d'équilibrer son humus. Et avec tous les humuseurs qui sont là, qui se développent, et il y en a de plus en plus chez moi, c'est-à-dire que ça grouille quand vous soulevez des écorces ou des choses qui sont dans le potager, paf, c'est plein de tous ces humuseurs. Et donc ces humuseurs sont les détritivores de toutes ces plantes qui sont soi-disant envahisseuses, qui font que ça fait une super soupe d'humus pour mes plantes. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à planter. Et ça pousse. Voilà. Je n'arrose quasiment pas. J'arrose les plants quand ils sont jeunes. Parce que, voilà, c'est comme les enfants. Pendant 2-3 ans, il faut s'en occuper. Là, pendant quelques semaines ou voilà, vous vous occupez des plants et puis après ça démarre tout seul et comme il y a la couche d'humus, ben, ça pousse vraiment tout seul. Et il y a une espèce de microclimat qui se fait parce que plus l'humus est riche, plus les plantes poussent haut, plus elles font de végétal, plus ça devient riche, plus ça pousse haut, plus ça fait de végétal, etc. Et j'ai relancé la machine. C'est-à-dire, c'est pas une machine, j'ai relancé l'équilibre de cet être vivant qui a besoin de sa peau. C'est-à-dire que la peau de la terre, c'est l'humus. Et si on lui enlève sa peau un peu partout, eh ben, ça donne plein de dérèglements qu'on est en train de constater. Voilà. Ensuite, j'ai compris que tous ces gazons, c'est-à-dire tous ces jardins, voilà, j'ai compris dès le départ de toute cette histoire que le gazon, c'est justement un envahisseur. C'est le premier envahisseur. Quand vous perturbez, vous écrasez, tout ça, vous allez avoir... si vous écrasez, vous allez avoir des plantes à racines pivotantes, comme des chardons, toutes ces plantes qui ont des grosses racines, qui vont aérer la terre. Ensuite, la racine meurt, elle fait des gros trous, tous les humuseurs vous mangent tout ça. Donc, dès que c'est assez, il y a les racines qui sont... les racines profondes qui sont là pour détasser. Donc ça se fait tout seul aussi, pas besoin du tracteur. J'ai aussi des souris qui sont des super tracteurs sous mes humuseurs, sous mon humus. Voilà, plus j'amène de feuilles, plus j'ai d'animaux qui viennent dessous, plus ça me retourne la terre, plus l'humus descend en dessous. C'est plutôt simple, il n'y a presque rien à faire que d'apporter un peu plus à manger. Voire un jour, il y aura tellement la forêt autour qui amènera peut-être toute seule ses feuilles, etc. Voir l'équilibre, ça sera refait doucement. Ensuite, voilà, tous ces gens qui m'apportaient du gazon, il y a un garçon qui m'amenait des remorques entières parce qu'il tondait chez les gens. Et donc, quand vous tondez votre pelouse, si vous enlevez votre pelouse, que vous l'emmenez à la déchetterie avec du pétrole, c'est quand même un peu pas très logique. Mais au moins, vous tondez, vous pouvez mettre sous vos arbres. Mais si vous ne tondez pas, vous allez avoir toutes sortes de plantes. Peut-être on peut tondre juste à l'endroit où on vit, mais à quoi bon tondre plus que l'endroit où on vit? Et de toute façon, là où vous vivez, vous n'aurez pas besoin de tondre. C'est-à-dire que là, à l'endroit où j'ai un petit coin à moi, où je viens l'été m'allonger, vivre, manger, etc., j'ai de l'herbe.
Et c'est de l'herbe que je ne tombe jamais parce que je marche dessus et il y a de l'herbe tout simplement. Et donc cette herbe, si vous l'enlevez de votre jardin, vous appauvrissez. C'est-à-dire que la terre, elle essaye de refaire le premier humus qu'elle va essayer de faire, c'est de l'herbe. Et l'herbe, elle est enlevée et ça appauvrit totalement le sol. Pour finir, on a des déserts de pelouse. Donc si au moins vous laissez votre pelouse, laissez ensuite les graines qui vont faire au départ des pâquerettes, qui vont faire des taupes, qui vont faire plein de vie et qui petit à petit vont vous apporter aussi des plantes et des plantes probablement comestibles. Il suffit de s'intéresser aux plantes comestibles, c'est pas très compliqué, il y en a énormément des comestibles. Alors moi j'ai appris au départ, les plantes toxiques tout de suite et comme ça je savais qui était toxique et a priori je n'avais pas trop de danger de trouver petit à petit toutes celles qui étaient comestibles. Et évidemment qu'il y en a beaucoup qu'autrefois on cultivait même ces plantes comestibles avant de faire que du blé et toutes ces choses de monoculture. Donc voilà, j'espère que j'ai trouvé la bonne position avec le portable qui ne va pas tomber. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir bonifiant et qu'est-ce qu'on peut faire dans un jardin bonifiant? Alors au départ j'ai estimé que c'était pas la peine de venir comme ça dans le jardin, mais de venir comme ça plutôt s'intégrer, regarder ce que la nature fait et faire avec elle. Voilà, donc j'ai fait avec tout ce qu'elle a fait, j'ai rajouté ou me suis adaptée, etc. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser notre capacité de planter, c'est-à-dire que quand je mange une pomme, il y a jusqu'à 9 pépins dedans. Parfois, j'en ai trouvé 12 une fois. Et je les mets dans mes poches. Et puis au fil de mes allées et venues dans ce jardin, je plante. C'est-à-dire que je prends un petit bâton, je fais un petit trou et je mets un petit pépin là où je pense que ça peut pousser. Et là, en face de moi, je vois des tas de pommiers pépins qui sont nés il y a quelques années sans que je m'en occupe. Parce que comme il y en a tellement, je les laisse faire comme ils veulent. Ils ont une très grande vigueur et une très grande efficacité sans travail. Voilà. Donc la plupart donnent des bonnes pommes. J'ai une jolie histoire au départ, j'ai ramassé des pommiers dans les haies. Là où ils étaient passés au rotovateur, j'ai sauvé quelques pommiers comme ça et puis je les ai greffés en estimant qu'ils n'étaient pas très bons probablement. Donc la plupart ont accepté la greffe, c'est le verger qui est derrière là maintenant. Mais il y en a un qui n'a pas voulu la greffe, qui a refusé tout le temps. Et pour finir, je l'ai laissé pousser comme il voulait. Et il m'a donné des pommes excellentes, des pommes qui donnent au mois de juillet, ce qui est quand même assez précoce, et des pommes très très juteuses, un goût sauvage mais vraiment excellent. Et voilà, donc j'ai compris petit à petit que la plupart des pommiers pépins avaient des pommes très comestibles, avec des goûts un peu sauvages pour certaines ou des très bons goûts pour d'autres. Mais voilà, donc et surtout ils mettent un petit peu longtemps à donner, mais une fois qu'ils donnent en très grande quantité. Et c'est des arbres qui peuvent devenir très très grands. On a un pommier pépin dans l'autre jardin jungle qui est un peu moins accompli. Il est énorme, il y a tellement de pommes qui jonchent le sol. C'est des pommes qui sont mieux pour la compote. On ne peut pas faire que de la compote avec. Du coup, il y en a pour les souris, il y en a pour tous les animaux qui passent. Et puis on joue à lance-pommes. C'est-à-dire on prend toutes ces pommes tellement il y en a et on les jette un peu partout et ça redonne de nouveaux pommiers. Parfois on va les greffer, parfois non. Voilà, ça c'est une action très facile. Si on avait l'abondance de pommes partout, une abondance, c'est-à-dire pour moi l'abondance c'est qu'il y en a trop pour moi, c'est-à-dire que je peux en donner, mais qu'il y en aura aussi trop si j'en donne, parce qu'il y en aura aussi pour les souris et pour tous les animaux qui se mettent à habiter petit à petit avec vous parce que vous créez l'abondance. Voilà, l'année dernière on avait trop de raisins, mais vraiment trop, ça jonchait le sol. Je demandais à tout le monde d'aller
manger du raisin, et bien sûr qu'on ne pouvait pas tout manger, les souris non plus. Ça sentait un peu le vin dessous, mais du coup ça a donné aussi l'humus, ça a fertilisé, etc. Donc la grande abondance est possible. On l'a seulement oublié, c'est-à-dire qu'on a un peu oublié peut-être ce jardin d'Éden possible si tout le monde se met à planter l'abondance de fruits. Ce serait vraiment une belle histoire à venir. Donc ne jetez plus vos pépas, les mettez pas dans la poubelle, c'est plutôt criminel on peut dire. Les Indiens qui disaient qu'il faut penser à 7 générations dans toutes les actions qu'on fait. Et ben ça c'est une petite action. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez les mettre dans des pots, puis ensuite vous les offrirez à des gens qui ont des jardins, c'est possible aussi. Il y a toujours un moyen d'être bonifiant où qu'on soit, même dans une ville, même quelque part. Je pense que chacun peut être bonifiant. Alors on peut aussi être bonifiant par son énergie vers les autres, etc. Mais je reste sur le sujet jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben voilà, à l'automne, moi je me promène aussi incessamment avec mon sécateur qui est dans ma poche. Je coupe ici une branche de rosier, ici une branche de tout ce que je trouve, et toutes ces branches, je les repique un peu partout. Ça s'appelle le bouturage. J'ai beaucoup de figuiers nés comme ça. Donc j'ai des figuiers rouges, j'ai des figuiers blancs, voilà. Et je les plante un peu partout, un peu n'importe où, parce qu'une branche, c'est pas grave si ça marche pas, et je m'en occupe pas spécialement. Parfois je m'en occupe parce que j'ai envie qu'elle pousse plus vite. J'ai certains figuiers aussi qui poussent maintenant à des endroits que je ne souhaiterais pas parce qu'ils prennent beaucoup d'ampleur. Mais voilà, on peut toujours reprendre des branches pour en repiquer ailleurs ou en donner aux amis. Il y a aussi la marcotte, on peut planter la branche directe de l'arbre sans la couper, la mettre dans la terre, mettre un peu de terre sur la branche qui reste accrochée à l'arbre, mettre une pierre pour que ça reste, et puis au bout d'un an ou deux, vous avez des racines qui se font. Ensuite, vous coupez du côté de l'arbre et vous avez un figuier de plus. Je l'ai fait avec des pommes, des pommiers, et ça a donné aussi des pommiers qui donnent des pommes. J'ai un grand arbre là-bas qui est né de marcotte. Mais parce que je ne taille pas mes arbres, et comme je ne les taille pas, ça fait qu'ils ont des branches basses, et ces branches basses peuvent être marcottées. Voilà. Alors après, on peut faire ça avec les cassis, les casseilles, les groseilles à maquereau, etc. Donc c'est ce que j'ai fait depuis des années. Donc, et ça s'enclenche de plus en plus parce que plus il y en a, plus je peux couper de branches, plus je peux planter un peu partout. Donc il y a des trucs partout. J'ai essayé dans la forêt, tout ce qui est petits fruits, parce que les petits fruits sont quand même faits pour être au moins un lisière de forêt. Voilà, il y a aussi les noisetiers. Donc j'ai planté des noisetiers et je n'en mange jamais. Pourquoi? Parce que c'est les premiers. Maintenant il commence à y en avoir pas mal, mais depuis quelques années, les noisettes n'étaient pas possibles à manger parce que les souris les prenaient avant nous. Mais elles sont très douées pour replanter apparemment, parce que maintenant je trouve des bébés noisetiers partout à plein d'endroits. Et ça c'est trop plaisant de voir que parce que vous plantez un arbre, ensuite vous faites quasiment plus rien. Et c'est les autres qui s'occupent de toute l'histoire, c'est-à-dire que tous les animaux qui vont revenir vivre chez vous parce que vous avez fait le début de l'abondance, alors ils vont multiplier cette abondance. Et ça c'est magique parce que voilà, mes noisetiers là-bas sont vraiment des producteurs de noisetiers un peu partout. Il y a aussi les aubépines qui sont les arbres d'ici, en tout cas ici pousse beaucoup d'aubépines. Là j'en ai plein autour de moi. Donc certaines je vais les laisser faire leurs petites feuilles qu'on peut manger, leurs fleurs qu'on peut manger, et leurs fruits qu'on peut manger. Si vous écrasez des aubépines avec un petit peu d'eau, vous écrasez bien et vous attendez, ça fait une gelée sans cuire. Alors nous on faisait ça avec mes enfants, on mettait de la cannelle, du sucre, etc. Parce que le goût du fruit d'aubépine n'est pas excellent. Mais voilà, donc ça c'est des tas de recettes qu'on a trouvées au fil du temps. Les pruneliers par exemple, les prunelles c'est pas bon, on n'arriverait pas à trouver la solution. Et un jour je les ai mis dans l'eau
donc dans une bouteille d'1 litre de jus de fruits, d'eau, pas de jus de fruits. Et du coup, je mets des prunelles dedans en bonne quantité, du sucre. Souvent, je les fends, les prunelles, pour qu'elles mettent plus rapidement leur jus. Et vous secouez ça et vous avez un jus tout rose excellent. Vous pouvez même rajouter 2 fois de l'eau et vous avez du jus de prunelle à l'automne. C'est comme une cure de jus de prunelle, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc à l'automne on peut faire tout ça, mais j'oublie sûrement plein de choses, mais c'est en y étant que vous apprendrez petit à petit à... Ou pour certains vous savez déjà, ça c'est probable. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À l'automne, pareil, on peut se promener avec les graines qu'on trouve partout, mais à toute saison. Au printemps, dès que les plantes ont fait leurs graines, prendre ici une graine, prendre ici un paquet de graines. C'est-à-dire que le vent fait ça, et nous, on peut accélérer le processus du vent, et puis aussi planter un peu avec les décisions de là où on veut des plantes qu'on aime bien. J'ai fait ça avec la bourrache, par exemple. La bourrache, j'aime beaucoup les fleurs de bourrache, c'est très bon. Des belles fleurs bleues, là, comme des étoiles. Et je les ai semées par-ci, par-là, chaque fois que je me promène. Parfois, je semais la monnaie du pape. Il y en a un peu partout maintenant. On peut faire ça avec les coquelicots, avec les pâquerettes, avec tout ce qu'on veut, avec les marguerites, voilà, toutes les plantes qu'on a envie d'avoir dans son jardin. On peut aller les chercher. Voilà, j'ai fait ça avec le fenouil. Maintenant, il y a beaucoup de fenouil. Et avec le fenouil, il y a le papillon macaon qui est revenu. Il faut savoir que chaque plante a une chenille. Et chaque chenille a une plante haute. Et donc, il y a les chenilles qui sont sur les orties. Il y a les chenilles qui sont sur le fenouil. Il y a les chenilles, etc. Donc, chaque fois que vous mettez une plante nouvelle dans votre jardin, vous mettez aussi un papillon. Ou des papillons, ou plein de papillons. Et des chenilles, et des oiseaux, etc. Donc vous relancez que la chaîne soit plus abondante. On peut aussi prendre des branches de saule, évidemment. Avec les branches de saule, c'est tellement facile de piquer des saules par-ci par-là pour pouvoir ensuite faire des paniers. Voilà, il y a 1000 petites actions comme ça. Au printemps, on peut... Mais c'est beaucoup à l'automne qu'on peut faire tout ça. Par exemple, j'ai l'hémérocale. Les hémérocales, ça s'appelle le lys d'un jour. Là, juste devant moi, là, j'en ai plein. C'est comme une mauvaise herbe qui se multiplie de plus en plus. Et vous pouvez manger le bouton de la fleur, voir la fleur en les faisant cuire à la vapeur. C'est comme des haricots verts, mais il n'y a pas de travail. C'est-à-dire que ça pousse un peu tout seul. Et surtout, c'est un haricot vert qui donne très tôt dans la saison. Enfin, c'est un bouton d'hémérocale. Et puis quand vous ne le cueillez pas, c'est très très beau, la fleur d'hémérocale. Voilà, toutes les marcottes, toutes les boutures, etc. Les graines, donc moi j'ai toujours des graines plein mes poches. Une fois j'avais pris un sac rempli de glands que j'ai pris à Brocéliande. J'avais ramassé sous un très vieux chêne plein de glands, et puis je voulais les planter un peu partout. Et en fait j'ai pas eu le temps, j'ai laissé mon sac à dos dehors comme ça. Je l'ai fait aussi une année avec les châtaignes. Et j'ai laissé ce sac qui a fini par se vider tout seul. Et on a fini par trouver des tas de bébés chênes un peu partout parce qu'il y a du monde qui s'est chargé de le planter à ma place. Donc vous pouvez faire des tas de tout ce que vous trouvez. Et voilà, il y en a qui feront à votre place. J'ai des marronniers comme ça aussi qui ont été plantés, qui commencent à bien grandir. Le marron, bien sûr qu'il n'est pas excellent pour manger. Quoique, il paraît qu'en les faisant bouillir plusieurs fois, en tout cas les glands, c'est certain, vous pouvez les bouillir en beaucoup de fois sur votre poêle, en plusieurs eaux. Il faut changer l'eau. Et après, vous pouvez faire du pâté végétal très très bon. Vous mettez des oignons, des épices, etc. Et vous avez un pâté de glands vraiment succulent et certainement très, très riche. Tout ce qui est grosses graines comme ça, c'est facile d'aller en chercher ailleurs. Et puis de les amener, voire de les jeter comme ça, parce que c'est la grande abondance. Voilà, les chênes ici ne poussaient pas. Et on a petit à petit des chênes qui sont arrivés parce que, par exemple, on a
un endroit qu'on appelle la forêt du silence. C'est une petite forêt que j'ai vue vraiment en grande comme ça, toute petite, 30 cm. Et je l'ai vue grandir et grandir, et il y avait toujours des bébés chênes ou des bébés frênes, mais puis ça ne marchait pas. Et au fil du temps, donc cette petite forêt qui est devenue une forêt de saules, où il n'y avait que des saules, parce que c'était sûrement un endroit un peu humide. Et ces saules ont grandi, maintenant c'est la mini-forêt de saules, et maintenant, depuis quelques temps, apparaissent les chênes, les érables et les frênes, qui commencent depuis quelques années, ils ont un peu plus d'1 mètre, et ça y est, la machine forêt est relancée. Donc les bosquets de saules sont parfois des mamans forêt aussi, comme les bosquets d'épineux, voilà. Donc la maman forêt, il faut la respecter, voire l'aider. Donc mon sac à dos de gland a peut-être permis à cette maman forêt de saules de devenir une forêt de chênes millénaires un jour, qui sait. En tout cas, voilà, j'ai planté aussi des cercles de chênes, des cercles d'ifs, des cercles d'arbres, en me disant que dans les temps futurs, on pourra venir s'asseoir peut-être dans ces grands arbres, ou peut-être dans ces cercles, pour aller palabrer et trouver de meilleures solutions pour la planète. J'imagine parfois des conseils de ministres au milieu de grands cercles d'arbres. Peut-être qu'on prendrait de meilleures idées, de meilleures... Voilà, on va pas polémiquer sur ça, parce que je préfère parler des belles choses que chacun peut faire. Voilà, c'est pas dans les grandes décisions probablement qu'on changera les choses, c'est dans nos petits jardins. Et peut-être que chaque jardin a une très très grande importance, voire une très grande influence. Voilà, parce que si les gens qui se promènent dans vos jardins vont mieux, si vous allez mieux parce que votre jardin va bien, si vous vous remplissez de belles images, alors vous les porterez aux autres, etc. Ça paraît utopique, mais je pense que c'est le fameux effet papillon. Chaque petit battement d'aile est important. Alors quoi dire d'autre? Au printemps, bien sûr, on peut semer des graines, on peut planter tout ce qui est les plantes nourricières comme les courgettes, etc. Donc si vous avez fait l'humus avec des feuilles et des écorces, et que les cloportes sont venus, et que tous les humuseurs depuis des années, donc ça fait quand même 17 ans, non pas 17 ans, pardon, 22 ans que je fais ça maintenant, j'ai une couche d'humus suffisante pour mettre une graine de courgette par exemple, et de la laisser pousser avec quasiment pas de travail. Et pas besoin d'engrais, pas besoin de toutes ces choses finalement inutiles si on fait tout ce travail de rendre l'humus. L'humus, c'est la richesse. Voilà. L'année dernière, j'ai mis des potirons. Je m'en suis pas trop occupée non plus, de potimarron, pardon. J'ai un potimarron qui est monté à la lisière de la forêt qui est au bord de mon potager. Et le potiron a fait des potirons dans l'arbre. Ça, c'était rigolo. Il est monté dans le figuier, puis ensuite dans le frêne. Et ça faisait que sur quelques mètres carrés, j'avais des figues, il y a le raisin qui est au même endroit, des raisins, donc ce potimarron et des orties en dessous. Voilà. Les orties, je peux les manger. J'ai oublié de vous parler des pestos d'orties. Il n'y a pas meilleur qu'un pesto d'orties. Ça donne des beaux cheveux, ça donne des protéines. Peut-être que ça permet aux vaches de pouvoir vivre. Et donc les pestos d'orties, c'est vraiment d'écraser avec de l'huile, de la sauce soja, un liquide pour que ça s'écrase bien. Vous pouvez mettre des noix ou de l'ail ou les deux, ou tout ce que vous voulez, et vous écrasez. Vous mettez ça sur une tartine ou sur autre chose, et vous avez un pesto vraiment très très riche et très goûteux. Voilà. Et donc ça, les orties, j'en ai plein partout. Je les laisse évidemment, et je les fais sécher aussi, comme ça l'hiver je fais comme ça, puis je mets de la poudre d'ortie sur mes salades, et mes salades sauvages. On peut faire beaucoup de salades sauvages. À midi, j'ai mangé ma salade avec du chou perpétuel. Le chou perpétuel, c'est un chou, ça s'appelle le chou d'Aubenton. Ce chou d'Aubenton, c'est une espèce de chou dinosaure. Vous pouvez le cuire, vous pouvez le manger cru. Et surtout, à l'automne aussi, je prends des branches et j'en pique un peu partout. Donc j'ai du chou d'Aubenton autant que je veux. Je peux en donner, je peux donner des boutures, je peux donner du chou. Et voilà. Y a tellement mille choses à dire qu'on découvre petit à petit. Ce que j'ai compris, c'est que je me suis mis
En fait, dans l'attitude probablement comme les hommes préhistoriques, c'est-à-dire que l'homme préhistorique, quand il prenait une chose ou quand il voyait une chose, devait se dire à quoi ça va me servir. Voilà, et donc j'ai fait ça. Donc chaque plante, chaque chose que je trouve, une pierre, n'importe quoi, je me demande à quoi ça va me servir. Dernièrement, j'ai planté une plante, les plantes, je me souviens pas de son nom, mais qui fait des choses comme ça, la plante de jardin. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien de planter ça. Et en fait, j'ai découvert que je peux faire mes tapis d'entrée avec toutes ces feuilles du bas qui commencent à pas faner, mais qui commencent à s'abaisser. Je les prends, du coup j'aide la plante à aller mieux et je les tresse et j'ai des tapis d'entrée pas du tout salissants, plutôt très solides. C'est fort intéressant. Voilà, et donc mon attitude préhistorique fait que j'ai retrouvé voilà, ce sens de comment je peux faire par moi-même, qu'est-ce que je peux faire avec chaque plante, chaque chose. Et j'ai découvert tellement de choses. Voilà, quand je veux faire un lien, je vais prendre, en tout cas l'été, je peux prendre les écorces de saule. Ça fait des liens extrêmement solides, un peu comme du cuir, qui sont extrêmement durables. On peut, voilà, j'ai tellement découvert de choses comme ça. Voilà. Ensuite, on peut passer à l'histoire de l'eau. Bien sûr que l'eau, elle tombe sur nos têtes, surtout en Bretagne, en abondance. Pourquoi aller faire des châteaux d'eau là-bas, des kilomètres avec des conduites d'eau, c'est quand même très compliqué. On est à l'époque des réserves d'eau possibles en quantité. Donc moi j'ai des réserves d'eau partout. Là j'ai 2500 litres, là j'ai 600 litres, là-bas j'ai 400 litres. Voilà, autour de mes carters, j'ai plein de petites bassines et au fur et à mesure je prends, il y a l'eau pour laver la vaisselle, il y a l'eau pour me laver, il y a l'eau pour arroser. Voilà, chaque bassine a sa fonction. J'ai aussi pas mal de bassins où j'ai mis des plantes qui nettoient l'eau. Donc j'ai de l'eau de pluie qui est donc déjà propre, qui est nettoyée par les plantes. Et ça me permet d'avoir l'abondance d'eau. Donc de ne pas économiser l'eau. Voilà, je crois que le jardin d'abondance, le jardin jungle, le jardin bonifiant, c'est le retour à l'abondance. C'est-à-dire, c'est d'aller vers une abondance. Actuellement, on dit réduire, faire moins, etc. Et je pense que l'humain aime le luxe, aime l'abondance, et je ne pense pas qu'on pourra reculer ni restreindre. Et je crois que la piste de l'abondance est possible, voilà, mais une autre abondance. Évidemment pas l'abondance qu'on nous propose dans les flashs publicitaires, mais l'abondance réelle, qui finalement ne coûte pas grand-chose, et en tout cas qui coûte pas cher à la terre parce qu'elle est abondante et qu'elle l'offre en permanence. C'est juste notre attitude, nos façons de vivre, nos maisons qui sont certainement déconnectées de cette abondance qui fait qu'on a peur du lendemain, etc. Donc il y a un enclenchement de peur, de besoins qui ne sont plus nos besoins réels. Voilà, ça me fait penser à mes plantes mouchoirs, par exemple. Donc à quoi bon acheter ces mouchoirs en papier qui ont généré des arbres qu'on a coupés, qu'on a tués juste pour ça. Voilà, le papier toilette, en ce moment on en parle beaucoup. Voilà, j'ai des tas de feuilles d'arbres qui sont des feuilles papier toilette ou mouchoirs. J'ai le lavater maritime qui donne des très grosses feuilles, très très douces. Je vais vous faire la flash publicitaire. Ils sont pas roses, mais ils sont très doux et très résistants. Et c'est le lavater maritime. Ici, je le multiplie le plus que je peux. Et plus j'ai d'humus, plus il fait des feuilles grosses, plus il est résistant et plus il est efficace pour l'humus. Voilà. Il est probablement temps qu'on aille humuser aux toilettes fraîches ou aux toilettes sèches. Nous on appelle les toilettes fraîches, c'est-à-dire autour des arbres fruitiers, ou aux toilettes sèches, qui font que ça... Voilà, plus il y a de gens, plus il y aura d'humus et plus il y aura d'abondance. C'est-à-dire que tout ce que je mange, je dois le rendre à la nature. Tout ce que je mange, si je le rends à l'eau, je pense qu'aucun homme préhistorique n'aurait fait caca dans l'eau, c'est probable. En tout cas, on n'est pas porté à ça parce que l'eau, on sent bien que c'est la fécondité, voilà,
Et du coup, les toilettes sèches ou les toilettes fraîches sont des toilettes qui font que je mange et je rends. Voilà, des milliards de personnes qui mangent et qui ne rendent pas, qui rendent à l'eau, donc qui salissent l'eau pour qu'ensuite on ait à la nettoyer. Ça n'est pas très logique, évidemment. Donc c'est très simple de faire des toilettes sèches. Et ça ne sent pas, ça sent très bon. Si en plus vous avez du papier toilette végétal, tout ça est d'une simplicité. Et surtout quand on constate la fertilité de ces endroits, on a envie d'offrir ça à la terre et à notre abondance. Voilà, tellement de choses à dire et finalement pas tant que ça parce qu'il s'est juste proposé de mettre le pied dans une nouvelle roue, c'est-à-dire une roue abondante, une roue belle. C'est beau autour là. Voilà, je peux manger la petite feuille de ronce. La ronce, c'est ce que tout le monde n'aime pas. Voilà, la feuille de ronce, c'est très très bon. Vous pouvez en faire du thé. Autrefois, on faisait du thé avec. Vous pouvez la manger en salade. Ça a un petit goût de champignon qui est excellent. Vous pouvez la laisser devenir la maman forêt. Vous pouvez manger ses mûres. Vous pouvez faire des confitures. Voilà. Je pense que toute chose a une utilité. C'est à nous de... Pardon, je mange ma feuille de ronce. Ne jamais manger sans penser à ce qu'on mange. J'aime beaucoup... Ah là là, ça a vraiment un super goût, la petite jeune feuille de ronce. Goûtez les jeunes feuilles de ronce. Je vous assure que... Voilà, peut-être petit à petit, il faut s'habituer au goût un peu plus puissant, un peu plus sauvage. Mais à force, on reprend aussi une autre façon de goûter. Et on n'a plus besoin d'exhausteur de goût, c'est probable. Beaucoup de feuilles sont comestibles. Alors là, je ne vais pas vous faire la liste parce que vous avez des tas de livres actuellement qui parlent de ça. Elle est vraiment bonne. Là, il y a l'oiseau qui passe, qui se met dans mon pommier pépin. Il y a les mésanges, il y a les pinsons, il y a tout ce monde qui est là de retour. Ah oui, j'étais en train de parler de l'eau. Donc j'ai aussi beaucoup de petits bassins d'eau. Et du coup, bassin d'eau veut dire grenouille, veut dire libellule. Et les premières années où j'ai fait mes bassins d'eau, j'ai eu des libellules, des grosses libellules, vraiment si belles. C'est une merveille, la libellule, elle s'est volée d'une telle manière incroyable. Voilà, donc ces merveilles, je les ai accueillies dans mon jardin. Des merveilles d'abondance. Et ensuite, il y avait les grenouilles qui sont arrivées, qui au départ, quand je m'approchais de mes bassins, elles sautaient, elles avaient peur. Et puis petit à petit, elles venaient me voir. Quand j'approchais, elles faisaient brrr, comme ça, en signifiant que c'était chez elles. Et du coup, c'était chez nous. C'est ça qui était joli. Voilà, ces bassins d'eau, je les ai faits en creusant des mares parce que j'ai cherché l'argile. Et en creusant pour trouver l'argile, pour pouvoir faire des carters. Les premières carters ont été faites avec de l'argile et toutes les herbes que j'ai trouvées. Donc c'est des habitats qui coûtent quasiment rien. Et d'avoir fait des habitats, ça a donné des mares. Donc certaines, je les ai bâchées pour que l'eau reste. Et d'autres, je ne les ai pas bâchées pour que l'eau s'en aille. Et ça fait des zones aussi intéressantes. Voilà, l'année dernière, j'ai même eu la vipère d'eau qui s'est mise dans le bassin. J'en avais jamais vu jusque-là. Il y a le hérisson qui revient. Il y a même un écureuil qui est arrivé cette année parce qu'ici, on est dans une zone quand même très très sinistrée au niveau des arbres, des animaux. Et tout ça est en train de revenir tout autour de ce jardin jungle et c'est très plaisant. Voilà. Etc. Peut-être que je vais continuer dans les prochaines vidéos. À bientôt.